Bienvenue et merci d'avoir accepté cette interview. Donc, tu es accompagnant de séjours itinérants en bivouac, en montagne, des séjours de quelques jours. Et ensuite, il y a aussi formateur à l'itinérance pour les personnes qui souhaitent partir justement plutôt en autonomie sur les chemins. Voilà, est-ce que c'est ça? Est-ce que tu veux rajouter quelques mots pour mieux te Oui, c'est présenter? ça. Ouais, je suis accompagnateur en montagne pour être précis. Et puis, effectivement, j'encadre des séjours en mode liberté. Ça, c'est important. On en parlera plus tard. Et puis, je forme des gens pour qu'ils puissent partir aussi tout seuls sur du long cours en montagne. Voilà, en C'est ça. itinérance. Super. Alors justement, l'itinérance, comment tu la définis, toi? J'aime bien l'idée d'errance dans itinérance, le petit morceau errance et le fait de pas savoir où on va. Donc pour moi, c'est ça l'itinérance, c'est bouger et en même temps avoir cette partie avoir une partie d'imprévu, de pas avoir tout organisé. Et pour moi, c'est essentiel dans mes activités, mais je trouve que c'est aussi quelque chose de particulièrement fort dans l'itinérance, c'est d'avancer sans vraiment pouvoir programmer tout ce qui va se passer. D'ailleurs, je crois que dans tes séjours, tu sais pas forcément où vous allez dormir le soir. Ah oui, c'est vraiment un point clé pour moi d'avoir cette liberté de vraiment être là, de pas avoir de programme et de vraiment se laisser porter par ce qui se passe. Et donc effectivement, on part sur plusieurs jours, 4 5 6 jours, et, euh, et chaque midi, alors il y a les contraintes évidemment de trouver de l'eau, trouver un endroit plat pour s'arrêter, mais à part ça, on est libre de marcher 2 heures, 6 heures ou 20 heures si on a vraiment envie dans la journée, ce qui arrive rarement, hein, mais c'est plutôt je trouve une question de se laisser porter. Et ça, c'est assez déroutant pour les participants. Mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je suis là pour effectivement donner cette possibilité avec la sécurité, parce qu'effectivement, je suis aussi là pour gérer que ça se passe bien, quoi. Voilà. Oui, 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 oui. D'ailleurs, tu fais ça plutôt en Rhône-Alpes, je crois. Souvent, c'est dans le Vercors ou le Beaufortin, je crois. Exactement, les massifs, là, moi, je suis implanté près de Grenoble, et du coup, je vais un peu dans la zone autour de chez moi. Et je pars en général en juin, mai-juin, dans le Vercors. Euh, c'est un massif qui est assez avec des grands plateaux et qui permet d'avoir beaucoup de possibilités justement d'exploration. Et c'est une réserve naturelle, donc il y a beaucoup de faune, donc c'est vraiment fantastique. Et puis après, en juillet, août, septembre, je pars plutôt dans le Beaufortin, pas très loin d'Albertville. Et là, c'est le pays du Mont Blanc, donc on a des belles vues sur le Mont Blanc et en même temps, il y a des alpages et en même temps il y a des zones plus pierriers, plus minérales. Et du coup, c'est un aspect un peu plus, comment dire, euh, alpin ou impressionnant, quoi. Voilà. Mm, c'est ça. Ok. Hmm. Et du coup, tu parlais effectivement que les personnes peuvent être un petit peu déconcertées, même si bah, ils savent, évidemment, ils savent à quoi s'attendre dans tes séjours. Et voilà, comment est-ce qu'il y a des changements justement qui se produisent en eux grâce justement un peu à cette euh, partie d'errance ou en tout cas voilà comment cette expérience les travaille. Ben, en fait, ce qui se passe, moi, comment je fonctionne, ce que je demande aux gens, c'est souvent de se connecter à ce qu'ils ressentent. Et du coup, on fait des temps de parole. C'est-à-dire qu'on va, dans la journée, à plusieurs moments, en général, j'essaie de faire une fois par heure, mais ça dépend des périodes, hein, mais une fois par heure, déjà, d'avoir une conscience de comment on se sent dans l'environnement, puis avoir une conscience aussi de ce qui se passe autour de nous, et son état de fatigue. Et état de fatigue, de son envie aussi. Peut-être qu'à midi, on a bien marché le matin. Ce qu'on a envie l'après-midi, c'est plutôt de se poser près d'un lac et puis rien faire. Et voilà, donc je demande aux personnes de vraiment se connecter à ça, puis on fait des tours de parole, ce qui permet d'avoir un peu ce qui, comment chacun se sent. Et à partir de là, on va créer le programme de l'après-midi. Et effectivement, euh, les gens, j'avais une personne l'année dernière qui avait fait déjà une quinzaine, une vingtaine d'années
avec des séjours accompagnés, et elle était complètement surprise. Elle dit, mais c'est génial, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et du coup, oui, c'est déconcertant et c'est redonner en fait le pouvoir aux participants, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis pas le guide qui emmène tous les gens là, 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 là. Après, je suis garant de leur sécurité, effectivement, et je peux leur donner des indices sur on va aller plutôt là, là, ça va monter pendant 1 heure, ou alors on va aller sur un truc plus plat, il y a un lac là, on pourrait vraiment bivouaquer ici. Enfin, je leur donne quand même des explications assez détaillées, ce qui leur permet de prendre des choix en conscience vraiment. Mais voilà. Et souvent, il y a des personnes qui disent ah moi tout me va. Et j'aime bien leur dire non non mais je te demande vraiment qu'est-ce que tu as envie de faire. Et c'est très difficile pour ces personnes-là et du coup je leur dis bon alors on va refaire autrement. Si tu étais tout seul, qu'est-ce que tu ferais? Et là il y a des choses qui sortent qui seraient pas venues ailleurs, donc voilà ça c'est intéressant. Ouais, ouais. Ouais, c'est super intéressant finalement en fait face à cette liberté et en fait voilà dans un premier temps peut-être qu'elle est plutôt interprétée comme une incertitude un peu déconcertante. Après on se Hmm. rend compte que finalement ça peut être aussi une manière finalement de faire de la place à à soi et face à ça donc soit on se dit oulala moi j'en sais rien ou alors effectivement petit à petit le côté de donc du coup en fait c'est presque une manière de mieux se connaître et de voilà d'affirmer un peu plus ce qui en est ce qu'on veut enfin c'est comme ça que tu pourrais le définir. Hmm. C'est ça, bah en fait, c'est vraiment l'objectif de mes randos, hein. Mes randos, je suis pas dans à objectif touristique, hein. C'est vraiment l'idée d'aider les gens à se connecter à eux-mêmes dans ce cadre effectivement d'itinérance, parce qu'il y a beaucoup de situations, effectivement, la fatigue, on dort sous tente, donc voilà, enfin forcément, il y a des choses qui font que bah, au bout de 3 4 jours, bah, il peut y avoir la pluie, les orages, des petites peurs. Et ben, se connecter à soi, être conscient, pouvoir prendre des choix en conscience dans un groupe, ça permet aussi quelque part de se dire on peut amener ça chez nous, quoi. Moi, c'est vraiment ça mon objectif, c'est pas qu'ils fassent leur expérience pendant 3 jours et puis qu'ils repartent chez eux dans le même schéma, quoi. Après, ça prendra le temps que ça prendra, mais semer des graines en tout cas pour que les gens évoluent, pas vraiment, ils évoluent vers leur manière de faire, quoi. Et donc pour cela tu Voilà. disais que tu prends des temps de parole des temps d'échange Hmm. donc c'est des groupes, tu me disais, de maximum 4 à 6 Oui. personnes. Ouais. Donc, ces échanges, est-ce qu'ils sont uniquement en groupe? Est-ce que tu fais aussi de l'individuel? Euh, Jusqu'à présent, c'est uniquement en groupe. Moi, je suis un peu le garant du cadre de sécurité et de la bienveillance là-dedans. Euh, je suis formé en communication non violente, donc ça me permet enfin, former. J'ai fait quelques modules, je suis pas formateur ni. Mais voilà, j'ai les bases qui me permettent de mettre un cadre de sécurité que tout le monde puisse parler en confiance. Et on est quatre parce que pour moi, il y a plein de choses qui vont avec ça. C'est effectivement à quatre, on peut faire des tours de parole facilement, où chacun peut avoir le temps de s'exprimer complètement. Moi, je peux aussi rentrer en résonance avec les gens. Avec 8 personnes, j'aurais du mal. Enfin, pour moi, hein, après, je dis pas que c'est impossible, mais pour moi, j'aime bien avoir ce petit groupe pour pouvoir vraiment entrer en résonance avec les gens. Et, pour l'instant, c'était uniquement de tout parler en groupe. Il peut y avoir des moments, je pense que le fait qu'on est quatre aussi, il y a des moments où on va marcher l'un à côté de l'autre, et il y a des moments où il y a des choses qui partent, qui sortent, qui sont entre les participants aussi. Donc en fait, c'est vrai que la fait d'avoir des petits groupes, ça crée de l'intimité, et ça crée de la connivence, enfin, des choses. Et ce que je dis souvent, c'est que on parle beaucoup de parler, et moi ce que je vois, c'est qu'au contraire, c'est dans le silence qu'on se comprend et enfin, j'ai des souvenirs l'an dernier sur une petite butte le soir quand on avait le coucher de soleil et quelque chose de très 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 puissant en fait qui nous relie et qui est pas forcément de la parole, quoi. Et on peut se regarder et voilà, avoir les larmes aux yeux et
sans avoir à parler, quoi. Est-ce que, à ton avis, apporte justement le fait d'être dans un petit groupe? Est-ce que donc c'est évidemment le partage, le fait de savoir de ne pas être seul dans cette expérience, de se sentir peut-être soutenu. Qu'est-ce que le fait de pouvoir exprimer un petit peu son vécu et son expérience peut apporter aussi aux autres finalement? Ah bah c'est sûr que les temps, on a les temps de parole, puis il y a les temps de gratitude le soir, qui sont les temps où on va partager chacun des moments qui nous ont mis en joie dans la journée, et peut-être un inconfort. J'essaie de toujours trouver un équilibre pour pas que ça soit que des inconforts, sinon on va tomber dans une spirale négative. Mais et ça nourrit vraiment le groupe. Ah oui, c'est vrai que c'était tellement bien ce moment-là. Et ah oui, quand le chamois est passé là, moi j'ai ressenti aussi cette connexion à la nature. Et, enfin, il y a des choses qui sont très simples et en fait qui nous nourrissent tous. Si on avait ces boucles régulières de chacun de partager ce qui est beau en nous, ce qui nous fait vibrer, et en fait effectivement, je crois vraiment à la puissance du groupe. euh, et je pense que c'est vrai qu'en étant encore plus, peut-être qu'il y aura encore plus de choses qui sortiraient, mais il y aurait peut-être un peu moins d'intimité. Enfin, en tout cas, ou alors il faut qu'il y ait un gourou, quelqu'un qui soit vraiment qui ait une aura très très forte pour gérer ça. Bon, j'ai vécu ça dans des stages de méditation, mais je me sens pas à l'aise avec ça. Et autre raison pourquoi je suis à 4, c'est une question simple de logistique et de liberté. Parce qu'on est en bivouac, c'est-à-dire qu'on est en tente. Et pour avoir de la liberté, la montagne, c'est pas très plat. Et du coup, à 2 tentes, 3 tentes, on peut arriver à trouver une zone de bivouac assez librement. Et encore, c'est pas facile. Si on était, en imaginant 8, donc ce serait 4 tentes plus le tipi. Enfin, on, là, il faudrait que j'aurais en gros une liste de lieux de bivouac et on pourrait pas faire grand chose d'autre que, donc du coup, on serait d'aller d'un point à un autre. Finalement, c'est comme une itinérance en refuge, sauf que à la place des refuges, ce serait des spots de bivouac. C'est pas forcément mauvais, mais ça enlève un peu la spontanéité et la liberté que je veux avoir, quoi. Voilà. Qui est quand même au cœur donc de ce que tu proposes. Mais alors, qui Mm. sont-ils en fait ces personnes qui viennent dans tes séjours? Eh ben, en fait, c'est assez divers. Moi, je suis assez surpris. Euh, Toujours assez surpris, hein. J'ai encore une personne de 77 ans qui m'a appelé avant-hier, hein. Donc, ça va de 15 ans à 77 ans. Et, comment dire? Comme j'ai deux activités, c'est une activité de formation pour que les gens puissent partir sur leurs propres aventures. Donc là, c'est souvent, non, c'est assez divers aussi, c'est de 20 ans à 50, 60 ans. Là, j'ai eu deux personnes de 50 ans qui vont traverser les Pyrénées, l'autre traverser les Alpes. Euh, j'ai eu des gens de 25 ans. Et puis pour les séjours, souvent un peu plus vieux, enfin un peu plus vieux, ça reste très jeune, hein, de 30 ans à 70 ans. Et Et à part l'âge, est-ce oui, qu'il y a plus d'hommes, de femmes? Est-ce que c'est oui. plutôt des personnes qui ont des situations professionnelles un peu voilà, dans des entreprises, vraiment dans bien intégré d'un système, ou alors au contraire, c'est des personnes qui ont déjà un parcours de vie, un mode de vie peut-être un peu moins commun. Alors, encore une fois, c'est un peu divers, mais comme depuis l'année dernière, j'ai un peu plus mis en avant mon aspect bien-être, entre guillemets, dans mes activités, où je mets des temps effectivement de parole, et puis cet aspect un peu de mouvement, de yoga le matin. Voilà, ça a peut-être attiré plus de personnes, de femmes en fait. Donc j'ai eu pas mal de groupes de femmes l'année dernière, mais c'est pas une vocation, hein. Et puis, ben, en général, les gens sont effectivement salariés, ont un travail de bureau. Enfin, c'est souvent des gens qui viennent des villes, des grandes villes, même si c'est pas même si c'est pas une règle, hein, mais ouais, voilà. Ils viennent de toute la France. Non, ils viennent de Paris, ils viennent de Bretagne, ouais, ils viennent de loin, en fait. La personne qui est venue de Bruxelles, en fait, carrément. Euh, donc,
Donc Voilà. c'est plutôt voilà du citadin qui essaye de Hmm. quoi de qu'est-ce qu'il cherche justement, qu'est-ce que cherchent les personnes. Est-ce que il y a plutôt voilà une sorte de ressourcement ou de Mais il comment y a un tu pourrais mix, en fait. Je pense que il y a un mix entre l'expérience du bivouac, un peu l'aventure, on va dire, et puis l'aventure spirituelle aussi, je pense, qui est l'aventure d'être avec soi, de pouvoir s'apaiser, se reconnecter à soi, une espèce de aussi un temps pour soi, quoi. Donc là, je pense que c'est un peu d'accord, le mix qui fonctionne bien. ok, Certaines personnes, des fois, viennent que pour l'aventure, et puis bah, ils vont découvrir un peu la partie ressourcement, et puis d'autres vont venir pour le ressourcement, et puis ils vont avoir un peu plus d'aventure. Donc finalement, on est assez bien ouais. là-dedans, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des personnes qui justement sont dans des situations un peu en difficulté, peut-être de crise personnelle Ça peut arriver, c'est souvent un peu en filigrane, c'est-à-dire que c'est pas forcément annoncé, il peut y avoir des moments de partage ou effectivement des choses qui sortent. Mais c'est pas je crois pas, enfin en tout cas, je lance pas ça comme des séjours thérapeutiques. Ça reste bien des séjours à vocation d'exploration intérieure, plus que pour soigner les blessures, hein. Je pense que c'est plus pour avancer, progresser, euh, se, se redynamiser, mais voilà, j'ai pas et les gens en général il n'y a pas de blessures, enfin, ils viennent pas là pour penser à leurs blessures. Après, ça peut arriver qu'il y ait des choses qui ressortent et voilà, mais voilà. ils sont conscients que voilà, ça leur revient de les gérer entre guillemets quoi. Et Tout à fait. effectivement, c'est Voilà. plus pour regagner de la confiance, de la vitalité, de l'optimisme. C'est en se reconnectant à soi. Donc c'est un peu ça l'idée. Est-ce que du coup, toi, tu vois, euh, est-ce que tu as des moyens quand même de te prémunir entre guillemets enfin, est-ce que par exemple tout le monde peut venir ou est-ce qu'il y a un filtre quelque part enfin, est-ce que tu... Ben, moi, j'envoie un petit formulaire qui permet de mieux comprendre les attentes de chacun. Et du coup, effectivement, si j'ai des doutes sur la capacité physique, c'est rarement le cas, hein. Euh, Capacité physique, où je vois qu'il y a dedans, il y a vraiment une attente très particulière sur, je sais pas, faire le sommet ici ou là, ou effectivement il y a un problème. Mais ça m'est pas arrivé encore d'avoir un problème entre guillemets, de régler un problème en fait. Ce qui fait que je, je me dis que si un jour ça se présente où il y a vraiment on vient pour régler un problème psychologique, moi, je suis pas thérapeute, je veux pas non plus aller au-delà de ça. Donc, je veux bien venir, que les personnes viennent faire un tour en montagne et puis pour se ressourcer. Mais c'est vrai que je veux mettre ma limite par rapport à ça pour pas que ce soit. Je te demande ça parce que c'est vrai que quand on se positionne, c'est mon cas aussi un peu entre à la frontière un petit peu entre quelque chose qui est assez délimité. Donc pour moi, c'est voilà l'accompagnement à la transition professionnelle. Toi, c'est le séjour itinérant en montagne, mais en même temps, on met bien des ingrédients qui sont plus de l'ordre de l'intime, du personnel. On fait en sorte que les personnes puissent se connecter à soi-même grâce notamment à l'itinérance. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu parfois une frontière qui est voilà, qui est un peu Oui, délicate. Donc effectivement, je trouve que c'est très important de mettre des limites, de se doter d'outils. Donc pour toi, la communication non violente, moi c'était la formation en relation d'aide. C'est des outils qui nous aident finalement à poser un cadre, à avoir un peu des techniques d'urgence, entre guillemets, si jamais il arrive quelque chose, et en même temps poser un cadre, dire voilà, donc je te donne une aide d'urgence, et en même temps je te dis que du coup à partir de là, il va falloir que tu le fasses prendre en charge par un vrai professionnel. Pour moi, c'est vraiment très important et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu fais et j'ai beaucoup d'estime pour ce que tu fais parce qu'effectivement, ça serait assez facile de le faire sans tout ça, en fait, en disant, bon, advienne qui pourra, ou alors, voilà, s'il arrive quelque chose, bah, c'est pas, je m'en assume pas la responsabilité, mais en même temps, je sais pas comment gérer. Donc, pour moi, voilà, c'est un point qui est très hmm. important, effectivement. Ok. Euh, et du coup, est-ce que tu aurais envie de nous donner un peu un exemple de quelqu'un qui aurait profité justement
de tes accompagnements et qui aurait vraiment une évolution aussi dans sa vie personnelle, dans le sens justement de plus de confiance, de être plus aligné avec soi-même, plus en conscience dans la vie en général. Hmm. Ouais, bah, je pense, oui, enfin, il y a plein de personnes, après, on garde pas forcément le contact, je garde pas forcément le contact avec tout le monde, hein. Il y a voilà, plus ou moins, on garde le contact plus ou moins avec les personnes. Euh, mais je pense à une personne qui est cadre supérieur dans une entreprise en finance, là, qui était venue à se former justement dans l'autonomie il y a 3 ans, et qui est partie, une femme, oui, une femme d'une trentaine d'années, et qu'elle avait un peu marre de son boulot, tout ça, qui voulait vraiment aller faire un break, et elle voulait se former du coup pour pouvoir partir sur 2 mois là. Du coup, elle est venue se former. Après, l'année d'après, elle a réussi à négocier un congé sabbatique pendant 2-3 mois là. Et du coup, elle est partie traverser les Pyrénées toute seule. Donc voilà, c'est un sacré truc. Et je crois que. Pardon? Elle s'est formée avec moi, voilà. Elle a fait 5 jours, 5 jours avec moi, puis elle est repartie juste avant son départ. Elle est venue refaire un séjour de 4 jours pour rechecker son matériel, tout ça. Et, je crois que son évolution, elle est pas. On en a reparlé, on s'envoyé un petit message. C'est pas forcément une évolution franche où elle a dit bon, je change d'entreprise, je change tout. Mais par contre, je crois qu'elle a trouvé. On lui a proposé une promotion, mais enfin, elle a trouvé son équilibre en fait. Elle a, elle a fait un choix en fait. Je crois que la différence avec avant, c'est que elle m'a dit ah oui, c'est pas parfait, mais par contre ça me va bien. Donc je fais le choix de faire ça. Ouais, et en fait je choisis de faire ça. Et je trouvais ça, c'est un peu ce qu'on voit en communication non violente. Je trouve le fait de dire il faut que je fasse ci, il faut que j'aille au travail. Et là, le fait de dire je choisis de faire ça, c'est pas parfait, mais par contre, ça me nourrit avec ça, 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 et ça me donne la liberté pour faire ça, ça, ça. Je trouve ça vraiment, voilà, je pense que de base, quand je l'ai rencontré, c'était plutôt, ah, mon boulot, c'est pas, et là, en fait, j'ai choisi de faire ça et ça me convient, en fait, et du coup, ouais, pour moi, c'est une évolution et c'est pas forcément dans la radicalité de dire, je vais élever des chefs dans le Larzac. Ça peut être aussi simplement, retourner à son travail, mais avec une meilleure conscience de ce qui nous nourrit et peut-être aller vers quelque chose qui nous nourrit encore plus, mais très bien rester. Voilà. Donc, ouais, voilà. C'est un exemple pas spectaculaire, mais par contre, pour moi, ça a pas mal de sens parce que ouais, ça peut être dans la nuance en fait. C'est ça. Et ce que tu dis, ça entre vraiment un écho aussi avec mon expérience d'accompagnement qui aussi s'inspire et utilise même de manière beaucoup plus réduite l'itinérance. Je trouve finalement, tu vois, on a que, je sais pas moi, 5 à 10% finalement des gens qui changent véritablement de travail. En mode vraiment, je Mm. me reconvertis, donc je vais élever des chefs dans le Larzac. Et Mm. après, il y a une partie un peu, enfin voilà, euh, assez importante qui va changer de secteur ou d'entreprise, enfin un petit changement. Mais il y en a aussi pas mal qui finalement se rendent compte que la situation n'est pas si négative qu'ils avaient perçu au départ, surtout qu'ils se rendent compte qu'elle répond aussi à des besoins qu'ils ont en eux et qui Mm. probablement auxquels ils n'avaient pas pensé quand ils étaient en pleine crise, etc. Parce qu'on voit que ce qui va pas bien, en fait, tout simplement, on le sait, on a des biais de négativité de toute façon. Et effectivement, ils réassument leur choix et se disent, mais finalement, c'était pas si mal que ça comme choix, mais maintenant, je sais pourquoi. Et j'arrive à beaucoup moins le subir. Et j'arrive aussi à mettre en place, grâce notamment à ces expériences vraiment de retour sur soi, d'introspection, je sais quels sont les moments vraiment où il faut que je fasse un peu attention. Je trouve des parades, des techniques, voilà, je sais ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là pour garder un équilibre. Ce que pour vouloir dire peut-être parfois effectivement aller marcher quelques jours en montagne. Donc, ça peut être ça, voilà, ou ça peut, voilà, ça,
il y a telle personne ou telle situation là où je travaille qui me font particulièrement du bien finalement, donc je vais plutôt nourrir ces choses-là. Enfin, donc effectivement, moi je trouve que ça fait vraiment écho et ce côté de dire voilà, je suis capable de maintenant de savoir pourquoi je fais les choses, je suis plus en conscience. Finalement, c'est ça qui est le plus important. C'est pas tellement Mm. si voilà, si je fais métier A, métier B, métier C ou si C'est voilà, ça. c'est le plus important, c'est ma propre conscience et approche des choses. Donc c'est très très intéressant effectivement. Mm. Et toi alors, Mathieu, qu'est-ce qui t'a amené à ça en fait? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir voilà cette sorte Et oui, de un, médiateur moi aussi j'avais un travail, un autre entre- travail avant. Et moi, je travaillais en architecture avant. ouais, Je c'est travaillais ça. Toi, à... t'es aussi tu viens d'une orientation professionnelle assez importante. Ouais, c'était assez intense. J'ai travaillé à Londres pendant plusieurs années, hein, 2-3 ans. Et ouais, ben là, c'était beaucoup de travail, 70 heures, 80 heures par semaine. Enfin, et du coup, bon, j'ai fait un espèce de burn-out, mais c'était bien, c'était à 26 ans, donc ça m'a permis d'assez vite me rendre compte que ça fallait que je change les choses. On est parti avec ma compagne de l'époque en Amérique du Sud pour 6 mois. Et je pense que c'est là que j'ai un peu découvert une autre perception du temps. Peut-être que Slorando est un peu né là, à ce moment-là. Notamment, j'ai un petit souvenir en Bolivie, sur le lac Titicaca, où il y avait une île, la Isla del Sol. Le tour de l'île, on peut le faire en une journée. En général, les touristes, ils viennent et ils restent à la journée, puis ils repartent à l'après-midi. Euh, Moi, à ce moment-là, j'étais tout seul. Et je suis resté sur l'île 10 jours. Voilà. Et du coup, voilà, il y a cette liberté de prendre le temps, d'explorer. Il y avait vraiment une énergie très forte à cet endroit-là. Et bah, les montagnes enneigées au loin, le lac. Enfin, il y avait quelque chose de très puissant. Et j'avais mes petits rituels le soir, aller ramasser quelques herbes et faire mon infusion et boire avec le coucher de soleil. Enfin, il y avait des petits rituels qui étaient magiques. Et je crois que c'est un peu. Bah, Slorombo est peut-être né là parce que. Ouais, c'était prendre le temps. En vrai, voilà, j'aurais pu faire en une journée et je restais 10 jours à cet endroit-là. Et voilà. Donc voilà, c'est un peu le début. Et après, je suis revenu en Europe et j'ai changé un peu mon. J'ai. j'ai- Petit à petit, j'ai changé mon, mon métier. Et Et si je assez vite, en peux, fait, je voilà, suis juste reparti. faire un petit clin d'œil aussi à, donc, bon, quand j'ai fait ma thèse, effectivement, sur l'itinérance, je me suis, j'ai rencontré dans mon cheminement de terrain et de rencontres de personnes, d'auteurs aussi d'itinérance, souvent cette nécessité à un moment donné d'arrêter le mouvement, en fait, et d'approfondir l'expérience de l'état Hmm. pour mieux repartir de manière, on va dire, voilà, pour être plus à la profondeur et la lenteur et la profondeur après, en fait. Et Hmm. donc, on le voit dans certaines expériences, bah, comme la tienne, effectivement. Il y a un autre auteur, je mettrai un descriptif de l'interview qui était resté, je pense, c'est plutôt un an, celui de Chiloé au Chili. Et puis, bon, bah, évidemment, la cabane en Sibérie de Tesson, c'est effectivement des expériences de, voilà, quand on est trop dans la rapidité, dans une sorte d'hyperconsommation finalement de, de l'itinéraire, à un moment donné, on se, on s'arrête et Ouais. c'est peut-être effectivement, enfin, ça ne m'étonne pas que ce soit à ce moment-là, dans ton parcours de vie, que tu as effectivement eu pour la première fois cette idée, pour dire, mais si on, en fait, si on vivait à ce rythme-là, finalement, qui est très lent et très en profondeur. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que c'est ça. Et ce serait un peu long de tout expliquer, mais c'est vrai que de là, en Europe, je suis reparti traverser les Pyrénées tout seul. Première expérience de randonnée. Où là, il y a eu un gros travail. Moi, j'ai vraiment appris beaucoup plus sur moi qu'en 6 mois en Amérique du Sud, là, en 2 mois traversés. Parce que ben, j'étais face à mes peurs, à plein de choses que je découvrais. Et j'ai compris aussi pas mal de choses. Détachement de mes parents, mes conditionnements, de l'école, du travail. Enfin, tout ça, c'est un peu volé en éclats. Et du coup, j'avais une liberté sans fin.
Et puis 3-4 ans plus tard, non, ouais, même plus que ça en fait, 6 ans plus tard, je suis parti traverser les Alpes, euh, sur l'ensemble de l'arc alpin qu'on voit derrière moi d'ailleurs. Euh, Ça m'a pris 5 mois à traverser toutes les Alpes là, et avec un projet documentaire sur justement le voyage intérieur pendant la marche. Euh, et là, en fait, finalement, ça a été marrant parce que ce que tu viens de dire là, le fait de l'aspect pause, l'aspect arrêt a été vraiment puissant. Bon, j'étais très très lourd à cause du matériel vidéo, et du coup, j'ai dû faire beaucoup de pauses, et ça m'a obligé en fait à m'arrêter et à être là vraiment, et enfin, ça a été une puissance extraordinaire, et du coup, ce que je pensais, la puissance du mouvement, tout ça, et en fait, c'est volé en éclats aussi. En fait, je pense que c'est vraiment l'alternance du mouvement et de la pause qui crée cette harmonie et qui fait avancer. En fait, il y a comme, c'est un peu comme si en avançant, on accumulait des informations ou on explorait à l'intérieur. Et puis, en s'arrêtant, on était en synthèse, parce qu'on s'arrêtait pour vraiment voir ce qui se passait. Et ouais, là, ça a été encore une autre expérience. Et Oui. Ouais, voilà. c'est vraiment les. Autant effectivement dans itinérance, on entend le côté j'ai un itinéraire et puis je me laisse une liberté d'errance. Mais c'est quelque part aussi, même si c'est pas forcément clair dans le mot, mais dans l'itinérance, il y a aussi ça, c'est que je suis un mouvement autant que je suis aussi en fait à l'arrêt. Et que ces deux moments, c'est comme en fait la respiration et les deux poumons, quoi. On peut pas faire l'un sans l'autre. C'est-à-dire que si on ne fait qu'avancer et qu'à la pause, finalement, on se dit, bah, c'est juste technique, manger, dormir, et puis voilà. Bah, du coup, en fait, toute cette richesse qu'on a pu pendant la phase de mouvement, elle n'est Mm. pas intériorisée, elle n'est pas intégrée, elle n'est pas transformée en enseignement sur soi, sur la suite que pourrait prendre effectivement la vie. Et c'est vrai que euh, dans les itinérances, souvent, surtout quand c'est au long cours, donc on a vraiment le temps de c'est pas tellement la durée, mais c'est le fait que ça donne plus de possibilités, de faits qui arrivent, de rencontres, de choses qui nous parlent, qui nous renvoient à notre passé, du coup, effectivement, à notre éducation, à notre vie, on voit d'autres situations, Mm. on compare, et effectivement, tout ce travail-là, à un moment donné, il faut le faire redescendre, il faut le sédimenter, en fait, il faut que ça, voilà, que ça prenne sens. Et effectivement, c'est dans cette pause. Et alors, est-ce que tu veux nous parler peut-être aussi un petit peu plus de ton film? Parce que j'ai eu la chance non seulement de voir, mais aussi d'introduire et commenter lors d'un événement organisé par le CIPRA d'Anozal en 2022. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait quelque part ta connaissance, même si à ce moment-là, tu ne pouvais pas être présent, mais on s'était eu à ce moment-là. Et je trouve que c'était comme une expérience de multiplier parce qu'il y avait ton expérience et après, tu suivais aussi l'expérience d'autres personnes. Donc, cet enchaînement entre le mouvement et la pause était le tien, est aussi celui des autres. Et en plus, toi, tu allais au rebours des autres. Enfin, si tu veux nous raconter un petit peu ton expérience aussi, qu'est-ce que ça t'a. Ouais, ben, en fait, c'est vrai que ce film, du coup, à la base, je devais pas trop intervenir dans le film, mais il y a eu j'ai eu quelques, comme rien n'était prévu, hein, et donc je savais pas non plus qui est-ce que j'allais interviewer. Au bout d'un mois de 100 personnes sur le chemin, j'ai commencé à m'interviewer. Voilà, je commençais à avoir un peu peur. Le film, du coup, il s'intéresse à l'expérience de l'itinérance pendant le voyage. Et en fait, je leur demandais ensuite qu'est-ce que vous apporte l'itinérance. Et en fait, ils m'ont dit, bah, on ne sait pas encore vraiment. Et du coup, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il y a une deuxième partie de tournage qui a été prévue après. Et c'était pas prévu, en fait, c'était vraiment, ça s'est fait après. Je me suis dit, mais en fait, c'est essentiel, il faut que je retourne voir les gens. Donc, je retourne voir les gens 9 mois après. Il y a 10 personnes que j'ai interrogées, qui viennent d'Allemagne, des États-Unis, du Mexique, enfin, peu importe. Il y a plein de gens différents. Et ils marchent sur 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Enfin, il y a pas de. Il y en a qui dorment en refuge, il y en a qui dorment en tente, il y en a qui marchent tout seuls, il y en a qui marchent à plusieurs. Donc il y a vraiment une diversité. Ils ont de 20 ans à 70 ans. Et bah, du coup, voilà, on voit un peu leur évolution et savoir si c'était juste des vacances ou s'il y a eu un-
une, une progression. Et ce qui est intéressant pour moi sur ce film-là, c'est que je suis venu avec beaucoup de... J'avais un plan, une idée de film, et en fait, c'est vrai que quand je suis revenu avec les images, les interviews, tout ça, et en fait, ça fonctionnait pas, et c'est normal, hein. Parce qu'effectivement, il manquait cet aspect pause, silence, qui était censé... Je croyais vraiment le mouvement allait être le moteur du film, et en fait, c'était le silence, et c'était ma découverte, voilà. Comment le rien, en fait, est essentiel dans pouvoir avoir le tout. En fait, ça, pour moi, ça fait écho à la méditation, quoi. Donc voilà, c'est un film finalement sur le temps et sur le silence, et plus que sur la randonnée où effectivement les montagnes, ça le décor, mais voilà, c'est juste ça. Ouais, d'ailleurs, il y Voilà. a évidemment des très belles images, aussi ces interviews que tu fais aux personnes pendant le film et après. Il y a des moments vraiment très forts. Moi, je me souviens voilà, un an de distance, je me souviens de certains des personnages, tellement ils ont été, voilà, montrés alors, voilà, c'était profond, c'était puissant. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que l'itinérance, il y a plusieurs temporalités. Il y a la temporalité du voyage, évidemment, dans lesquelles déjà il peut y avoir des expériences fortes, des prises de conscience. Mais en fait, il y a aussi cette temporalité plus longue qu'on voit au retour, qui peut être de 6 mois, 9 mois, un an après, voire même parfois 3 ans. Jusque voilà, et on voit vraiment l'effet d'écho et de retentissement finalement de l'expérience. Moi, par exemple, quand j'ai fait ma thèse sur l'itinérance, tout le monde me disait mais pourquoi t'es pas parti 3 mois avec un groupe de personnes qui faisaient ça? Je dis bah parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre le changement qui a été produit par l'itinérance dans la vie de la personne. Donc, ce que je veux faire moi, c'est d'aller rencontrer des personnes qui sont parties il y a un an, 6 mois, 3 ans, justement, pour voir les différentes temporalités et qui me racontent tout l'arc finalement du projet de début à la réalisation et maintenant en fait, avec vraiment cette prise de recul. Et effectivement, après, en plus, la plupart du temps, en fait, quand on fait des voyages beaucoup, on a un carnet de voyage, on a des photos, donc on a moyen de se souvenir et souvent on note de toute façon justement à la pause, l'importance aussi de la pause, c'est de l'utiliser pour écrire, pour dessiner, pour vraiment exprimer tout ce qui s'est passé. Et effectivement, grâce à ces supports-là, on a, voilà, moi, quand j'ai fait mon itinérance sur le Mexique il y a bon, quelques années maintenant, et puis aussi en Europe de l'Est, etc., bah, j'ai gardé les carnets de voyage. Et après, je me rends compte effectivement, les changements qui ont été provoqués 1 an, 2 ans, 3 ans, et même finalement des choses qui se sont incarné dans ma vie, quoi, pour toujours, quoi. Donc, je trouve ça qui est très intéressant. Et donc, ce film, tu nous rappelles le titre et si on peut le visionner, où on peut le visionner? Ouais, ben le film s'appelle Via Alpina, l'envers du chemin. Voilà. Il est disponible. Je pense que si vous tapez sur Internet, vous le trouverez. Il est en streaming sur la plateforme Vimeo. Et puis il y a encore de temps en temps des projections. Là, je vais encore faire deux, trois projections en Isère et puis peut-être en novembre aussi pour le mois des films documentaires. Donc, qui sait, peut-être que je passerai dans votre commune cet automne, quoi. Voilà. Enfin, Ah, super. je sais pas les dates, Je mais mettrai de toute façon les liens dans le descriptif, ouais. évidemment, pour visionner le film aussi. Ok, alors est-ce qu'aujourd'hui, pour conclure, est-ce que tu es content de ce que tu fais? Est-ce que tu envisages de continuer? Est-ce que, voilà, comment tu vois les choses? Moi, je suis assez, euh, comment dire, je suis à l'écoute de mes envies, de ce qui se passe. Donc, euh, il y a beaucoup de choses. On va voir un petit peu là. Je prends le plaisir quand je suis avec mes clients en montagne. Et en même temps, j'ai plein d'autres sujets, plein d'autres projets en même temps. Donc, enfin, voilà, j'ai pas de, j'ai bien envie de tester l'agriculture aussi. Euh, mais pour l'instant, la montagne, ça fonctionne, ça me convient bien. J'aime bien cette idée de contribuer, d'aider les gens. Et en même temps, j'ai pas envie de m'enfermer. Enfin, là, j'ai pas de, je reste à l'écoute de mon, de mes envies et de ce qui va s'ouvrir à moi, quoi. Voilà, c'est un peu ce que m'a appris la vie, c'est ça, c'est
de me laisser porter par ce qui se passe et voilà, j'ai envie d'être assez libre. Et on va voir. Je pense qu'il y a j'ai des, par rapport à l'écologie ou ouais, à la partie un petit peu fin du monde, si on peut dire. Non, mais enfin, en tout cas, changements globaux qui sont en train de se passer. Je suis assez stressé et j'ai vraiment envie de contribuer ou de mettre, euh, mettre au maximum mon énergie là-dedans parce que je trouve que c'est un peu l'essentiel actuellement. C'était déjà le cas il y a quelques années et j'avais vraiment tout arrêté pour pouvoir me mettre là-dedans. Et puis j'ai eu une petite fille qui a changé un peu les projets. Mais voilà, je suis encore plus conscient avec la petite fille parce que on va vivre tous et puis elle, on va lui laisser un monde qui est un petit peu délicat et j'aimerais pouvoir au moins lui dire que j'ai fait tout ce que je pouvais et voilà. Ouais, puis surtout quand on habite voilà, dans notre région, on voit vraiment les choses beaucoup plus que Hmm. quand on est en ville, quoi. Je veux dire, quand il y a une sécheresse, c'est tout jaune, quoi. Il n'y a pas d'eau et on le voit, quoi. C'est pas juste une info C'est au ça. journal. Tout à Hmm. fait. Et je pense que, en plus, le côté humain, enfin, on ne doit pas forcément choisir en plus entre est-ce que j'accompagne l'itinérance, est-ce que je fais plutôt de l'agriculture, peut-être que ça peut aussi aller ensemble. Et je pense aussi que c'est très important à la fois de accompagner les êtres humains à se connecter à la nature et à comprendre l'importance en fait que ça peut avoir et le fait qu'on ait un système organique et qu'on en fait partie en fait et que y a une sorte de miroir et de correspondance finalement entre nous et notre environnement et aussi donc après l'importance aussi d'agir directement sur cet environnement. Mais je pense que finalement les deux options ne sont pas forcément si éloignées l'une de l'autre. Elles nourrissent le même sens, vont dans le même sens. Ok. Et si tu devais un peu défendre la pratique de l'itinérance, euh, inciter les personnes à en faire, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Euh, et ce que j'aurais à redire, ce que je dis régulièrement là, lors des projections, c'est que on n'a pas tous des plusieurs mois ou des plusieurs années pour partir en itinérance. Ce qui peut des fois vous dire, ah non, mais moi je peux pas, j'ai que 5 semaines, du coup j'ai 5 semaines, je peux pas partir comme ça. En fait, je pense que vraiment, y a pas, c'est pas une question, c'est pas qu'une question de temps, de nombre de temps, nombre de semaines, mais c'est aussi une manière de comment je gère mon voyage. Et donc, ce que j'ai envie de vous donner comme conseil, c'est de pas remplir vos. Si vous allez, imaginons, vous voulez faire le tour du Mont Blanc. Bon, je prends un exemple simple. Sur le papier, c'est marqué, je crois, 8 jours. Allez prendre 15 jours. Prenez 15 jours. Prenez 2 semaines de travail. Voilà, vous prenez 2 semaines et vous allez dire, je vais faire un tour autour du Mont Blanc. Et comme ça, vous allez vous pouvoir un petit peu vous perdre, prendre un jour de repos si vous voulez, aller faire un. Enfin, en fait, c'est vraiment donner de l'espace à ce qui se passe parce qu'en fait, tout ce qu'on a prévu ne marche jamais. Hein, ça, c'est sûr. C'est toujours prévu que. Ce qui est sûr dans l'itinérance, c'est que ce qu'on programme ne se passe jamais. Donc, autant dès le départ laisser de l'espace pour que vivre des choses différentes. Et voilà. Comme dans la. Oui, effectivement, bah, c'est ça. Bah, c'est exactement le même principe. Donc, du coup, voilà. Tester ça. Et puis, bah, pareil, dans votre vie, moi, c'est ce que je fais aussi, c'est d'essayer de pas avoir un rendez-vous, puis un autre, puis un troisième. Parce qu'en fait, enfin, essayer dans les journées d'avoir un tout petit peu d'espace pour des créneaux pour que ben on puisse mettre des choses ou pas, ou justement avoir du rien qui va être aussi source de tout, quoi. Encore une fois. Voilà mon petit conseil si ça peut aider. Et en général, c'est vraiment, pour moi, c'est un truc, quelque chose de la sécurité aussi, parce qu'en fait, en montagne, si on force les choses, si on est ric-rac, on va les forcer. On va faire le col alors qu'il y a un orage. On va marcher sous la pluie pendant 3 jours dans le froid. Enfin, en fait, il y a vraiment, quand on est tranquille, on est en conscience, on fait les choix sans conditionnement, sans pression.
bah, en fait, ça vient naturellement, on est tranquille, quoi. Voilà, ça c'est vraiment agréable. Et on peut faire ça dans la vie aussi, quoi. Oui, absolument. Je trouve que c'est un bon conseil pour la vie aussi. Allons-y, Hmm, slow donc. Tranquille et exactement. slow. Super. Merci beaucoup Mathieu, c'était un grand plaisir et je trouve qu'il y a plein de bons conseils, voilà, beaucoup d'inspiration dans ce que tu nous as dit. Donc voilà, je remets, donc je vous dis, je mets en description tout ce qui concerne Slow Rando, ton film, les citations des livres aussi dont j'ai parlé. Et puis bah, bonne continuation à toi et à bientôt. Merci.